La vie dans les cours d'eau européens n'est plus un long fleuve tranquille. Désormais, un mastodonte aquatique rôde dans les eaux troubles. En moins de 50 ans, il a colonisé la plupart des rivières et s'accommode de nos déchets. Cette créature hors norme inquiète et interpelle les scientifiques. On voit arriver une nouvelle espèce, un prédateur de taille importante. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un impact de cette espèce sur les autres espèces qui sont dans le milieu? Ce prédateur est devenu le plus grand animal d'eau douce d'Europe. Et s'attaque à des proies inattendues. En 2011, une rivière d'une ville du sud-ouest de la France est devenue le théâtre d'observations inhabituelles. Au cœur de la ville d'Albi, depuis le Pont Vieux, des piétons auraient observé des grands poissons se nourrir d'oiseaux dans le Tarn. Depuis, Frédéric Santoul, un spécialiste de la faune aquatique, mène l'enquête. Alors l'intérêt de cette étude à Albi, c'est effectivement de pouvoir travailler sur un comportement très particulier, puisqu'on a, dans un cas quand même assez rare dans le monde animal, une espèce qui vit dans le milieu aquatique et qui va sortir de son milieu volontairement pour aller attraper des proies d'origine terrestre. Quelle espèce aquatique serait capable de sortir de l'eau pour capturer des oiseaux? Parmi les grands poissons de rivière, la carpe est un coupable improbable. Elle se nourrit de débris de végétaux, de larves d'insectes et de petits crustacés. Chez les carnassiers, le brochet est capable de consommer des proies pouvant mesurer jusqu'à la moitié de sa propre taille, dont des jeunes de sa propre espèce. En grandissant, son régime alimentaire intègre des proies de plus en plus grosses. Des écrevisses, des amphibiens, des poussins ou des rongeurs à la surface de l'eau. Mais pour le brochet, comme pour la plupart des poissons, quitter l'eau, c'est risquer de mourir d'asphyxie. À Albi, il n'existe qu'un poisson géant qui ose franchir cette frontière létale. Le silure. Le silure est mystérieusement apparu dans le Tarn à la fin des années 80. Comment ce prédateur aquatique fait-il pour repérer des oiseaux et plus généralement ses futures victimes? Le silure possède une exceptionnelle batterie de détecteurs sensoriels lui permettant de localiser ses proies. Il possède près de 250 000 récepteurs gustatifs dans sa bouche. Mais aussi sur ses barbillons, ses nageoires et même toute sa peau. Ces récepteurs marchent de concert avec son odorat et lui permettent en quelque sorte de goûter à distance. Un odorat qui est également très développé grâce à de multiples récepteurs situés dans ses narines, dotés d'une entrée et d'une sortie distinctes, ce qui permet à l'eau de circuler en permanence. Le silure est ainsi capable de détecter une molécule diluée à 1 pour 10 milliards.
De plus, sa vessie natatoire agit comme une véritable caisse de résonance, transmettant les vibrations directement à l'oreille interne. Elle complète un autre arsenal, ses barbillons. L'animal en est doté de 3 paires, l'une mobile au-dessus de la tête et 2 autres en dessous. Ils lui permettent de détecter les ondes aquatiques émises par ses proies. Ainsi, le silure est capable de percevoir les perturbations laissées par une proie sur une longueur égale à 10 fois celle-ci. Enfin, sa ligne latérale, pour mieux détecter les vibrations et donc les sons, notamment ceux émis par des animaux à la surface. Le silure est donc particulièrement armé pour repérer ses proies, mais aussi leurs traces. Il perçoit le monde mieux que tous les autres poissons des rivières. Plus l'eau est chaude, plus ses sens sont actifs. Il surpasse alors les limites de notre perception. Pour mieux se nourrir. L'alimentation des silures est essentiellement constituée de proies aquatiques, comme les gardons. La stratégie du silure, contraindre ses futures victimes vers les frontières létales, la berge et la surface. Il n'est pas seul. Ensemble, les silures forment un mur ondulant pour amener les poissons furtifs vers leur destination finale. Pour la première fois au monde, ces images montrent ce qui s'apparente à une chasse collective, à l'instar des chasses pratiquées en groupe par les dauphins. Mais ces attaques ne sont pas coordonnées comme celles des mammifères marins. Certes, les silures chassent ensemble, mais sans se répartir de rôles particuliers. Ce qui offre à certains gardons des issues salvatrices. Mais quels sont les oiseaux suffisamment naïfs pour devenir les proies de ces attaques brouillonnes? Des pêcheurs tentent de percer le mystère pour les scientifiques. Ils pratiquent des prélèvements stomacaux. Au début du printemps, les silures font ventre de gardons, mais aussi de lombrics. Pour compléter ces études, le laboratoire de Frédéric Santoul multiplie les prélèvements stomacaux. Au cœur de l'été, il découvre d'étonnants contenus. Cette pâte n'est pas palmée, comme celle des canards. Elle pourrait appartenir à un visiteur régulier des rives du Tarn, la bergeronnette. Mais des analyses génétiques révèlent que cette pâte est celle d'un oiseau très commun, le pigeon.
Cet oiseau diurne a un régime alimentaire très élargi et s'accommode de nos déchets. Sa survie dépend de nous. Plus d'hommes, plus de déchets, plus de pigeons. Dans le centre-ville d'Albi, les pigeons ont trouvé un biotope en apparence idéal. Dans les anfractuosités du pont vieux datant du XIe siècle, ils trouvent en abondance le sel réclamé par leur organisme. Voici plus de 1000 ans que les pigeons picorent le mortier. Tant de sel donne soif. L'eau ne manque pas, mais elle reste difficilement accessible. En effet, le centre-ville d'Albi est encaissé. Autour du Tarn, nous avons créé un monde vertical. Par chance pour les pigeons, les chaleurs estivales coïncident avec la décrue de la rivière. En amont d'une île boisée, le Tarn découvre une plage d'alluvions façonnée par les courants. Une buvette idéale pour les pigeons. La consommation d'eau journalière de ces oiseaux n'excède pas 2% de leur masse corporelle. Mais elle peut tripler en été. Tout comme l'appétit d'autres résidents du centre-ville. Des albigeois qui détectent de loin les pigeons qui barbotent. Ces baigneurs mettent tout leur sens en éveil. Leur barbillon détecte les vibrations des pigeons. Leurs narines sentent les graisses nettoyées lors de la baignade. Les silures sont véritablement aimantées vers les pigeons. Mais ils sont gênés par le manque de profondeur. Leur proie, pourtant bien détectable, semble hors de portée. À la différence des pigeons, ils n'utilisent absolument pas leur vue. Quand leurs autres sens les renseignent sur le départ des pigeons, ils s'éloignent de la plage et regagnent un poste d'attente, plus profond, plus discret. Ainsi, ils restent invisibles aux yeux des pigeons assoiffés. Après seulement quelques minutes, la vue d'une plage vide est une invitation à reprendre leur baignade. Les pigeons sont grégaires. Qu'un pionnier s'élance, et c'est tout le groupe qui suit. Pour survivre, le pigeon compte sur les autres. Le silure, lui, compte uniquement sur ses extraordinaires capacités sensorielles et non sur les autres. À la chasse aux pigeons, le silure devient territorialiste. Il tolère uniquement des compagnons dont la taille approche la sienne. Entre 90 cm et 1,50 m. Au rythme des baignades des pigeons, ils effectuent des boucles. Curieusement, ils tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
dans l'attente d'un signe, d'un mouvement de pigeon détectable. Le silure ne parvient pas à localiser un pigeon immobile. Et quand un pigeon est seul, il est plus stressé, plus vigilant, plus alerte. Pour espérer capturer un pigeon, le silure doit miser sur un oiseau à la fois rassuré et distrait par la présence de ses pairs. Et s'échouer. Traverser le miroir de la surface reste périlleux. Le poisson risque de se retrouver totalement échoué et une mort lente sous le soleil estival. Pour pouvoir se renflouer, il doit toujours garder la queue dans l'eau. Des pigeons alertes sont protégés par des plages en pente douce. Les embuscades des silures semblent vouées à l'échec. Pourtant, en menant le siège de la plage, les poissons peuvent miser sur deux conditions favorables. D'une part, un pigeon qui s'émerge assez profondément. Et d'autre part, un pigeon qui se présente dos aux silures. Certains silures se sont spécialisés. Jusqu'à 80% de leur régime alimentaire est constitué de pigeons. Ce poisson a la capacité d'apprendre, de s'éduquer. Un apprentissage par essai et erreur. Voire par imitation. Un silure apprend en observant d'autres silures. Dans leurs différentes attaques, la communauté des silures d'Albi ne culmine qu'à 28% de taux de réussite. Les scientifiques estiment que la capture d'un pigeon suffit à couvrir les besoins d'un silure d'1,20 m pour 60 heures. Ceci expliquerait pourquoi les silures de taille moyenne gardent jalousement leur poste de chasse. Ceci expliquerait également pourquoi les silures de très grande taille, pourtant présents sur la zone, n'ont pas été observés chassant les pigeons. La source de nourriture n'est peut-être pas assez avantageuse. Et les risques d'échouage restent trop importants. Frédéric Santoul s'étonne encore de ces nouveaux comportements. Les principaux enseignements de cette étude, c'est qu'on a une forte adaptation de l'espèce à un nouveau milieu, mais aussi à une nouvelle période de la journée, puisque le silure se nourrit essentiellement la nuit. Et là, on a l'activité des pigeons le jour, et les silures transforment leur activité
pour venir se nourrir essentiellement le jour. Les gros silures, ceux dont la taille dépasse celle d'un homme, n'ont jamais été observés chassant à Albi. On peut donc supposer qu'ils gardent leur rythme nocturne et s'attaquent à des proies de taille importante. Paradoxalement, le silure fait ventre d'animaux qui ne sont pas toujours en rapport avec sa taille. Parmi eux, des minuscules coquillages appelés les corbicules. Quand les chaleurs d'été appauvrissent les eaux en oxygène, ces palourdes d'eau douce, originaires d'Asie, meurent. Leur chair fermente et termine leur course en surface, où les silures peuvent les repérer et les cueillir. Mais la saison des corbicules est très courte, quelques jours par an à peine. Elles ne peuvent pas soutenir la croissance d'un animal aussi corpulent. Et pourtant, des pêcheurs font circuler des légendes d'animaux gigantesques dans toute l'Europe. Le plus grand que j'ai pêché, il mesurait 1,75 m. On n'a pas encore atteint les tailles maximales qui sont aux alentours de 2,50 m. Ce ne sont pas des légendes. Il y a quelques années, dans le delta du Danube, on prit des silures de plus de 100 kg. Des pêcheurs sportifs ont pris des silures de plus de 100 kg. Même les scientifiques s'accordent pour dire que des silures géants sévissent dans nos rivières. On est environ en France sur des poissons qui sont au-delà de 2,50 m. Enfin, des rumeurs persistantes affirment que des silures colossaux vivent dans les grands fleuves d'Europe de l'Est. La plus grande silure qui a été prise dans le delta du Danube a mesuré 2,70 m, si je me souviens bien, et il a pesé plus de 300 kg. Les plus grands silures au monde rôderaient donc dans le delta du Danube, le plus grand delta d'Europe, qui sépare la Roumanie de l'Ukraine. Frédéric Santoul cherche à comprendre quels sont les facteurs environnementaux et alimentaires causant ce gigantisme. Et pourquoi on observe de fortes disparités d'une région à l'autre. Pour cela, il fait effectuer à différentes saisons des biopsies, c'est-à-dire des prélèvements de chair sur des silures vivants. On collabore avec beaucoup de pêcheurs, souvent des pêcheurs un petit peu spécialisés, qui eux sont capables, des fois dans la même journée, de capturer une dizaine de poissons. La méthode est éprouvée. Sur un échantillon représentatif de plusieurs silures, il suffit de prélever des petits morceaux de tissu, comme les nageoires, les immerger immédiatement dans l'alcool pour ensuite les soumettre à des analyses dites isotopiques au cœur de laboratoires spécialisés afin de connaître le régime alimentaire des silures. Ces études prouvent que le silure n'a pas l'appétit que son gros ventre suggère. Un silure d'1,5 mètre ingurgite seulement 1 kg de nourriture par semaine quand l'eau est à 22 degrés. Durant l'hiver, quand la température de l'eau tombe sous 16 degrés, il cesse totalement de s'alimenter. Le silure doit sa réputation d'ogre à son opportunisme, puisqu'il mange à tous les râteliers non seulement des pigeons, des gardons, mais aussi des batraciens, des brochets et même des cygnes. Les échantillons de Roumanie vont permettre également de fournir des informations génétiques sur l'origine des silures d'Europe de l'Ouest. Pour cela, il faut les comparer à ceux prélevés sur des silures dans différents cours d'eau européens. Ils sont fournis par des pêcheurs pour les silures gourmands.
et même par des plongeurs en apnée pour tous les silures qui refusent de mordre à l'appât. Ces études comparatives livrent d'étonnants résultats. Depuis le Danube, le silure a colonisé toute l'Europe en moins de 40 ans. Notamment l'Italie, la Suisse, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal. Il a conquis d'autres continents, comme l'Afrique du Nord, et même l'Amérique du Sud, au Brésil. Cette diaspora des silures ne peut s'expliquer que par une intervention humaine, des introductions volontaires. Dans tous les cas, ces déversements arrivent à temps pour le silure. Dans son bassin d'origine, il est menacé. En effet, les Roumains consomment traditionnellement les silures issues du Danube. Le poisson y est victime de la surpêche. Aujourd'hui, on ne trouve plus que des petits spécimens. Mais les pêcheurs locaux, comme Christian Asnas, se souviennent des collègues français venus découvrir le silure. J'ai entendu parler de pêcheurs français qui sont venus ici dans le delta pour pêcher des silures il y a 50 ans. Et je sais qu'à l'époque, pêcher un silure de 40 kilos, c'était pas une fête, c'était la norme. Mais je ne sais pas exactement si les Français ont emporté les silures chez eux. Je ne sais vraiment pas. Mais Christian sait où se trouvent les gros silures que les pêcheurs roumains ne prennent plus dans leurs filets. J'ai entendu parler de très gros silures en France, dans un lac. Aujourd'hui, c'est dans ce lac où vont les Roumains pour pêcher les gros. C'est le lac de Saint-Cassien. Comment un petit lac du sud de la France est-il devenu le paradis des silures roumains? Situé au cœur de l'arrière-pays provençal, le lac de Saint-Cassien n'existe que depuis 1966. Il a été créé de toutes pièces par la main de l'homme qui a détourné le lit de cours d'eau alpins afin de subvenir à ses besoins en eau douce et produire de l'électricité. La présence de gros silures dans cette réserve d'eau potable ne peut donc être que la conséquence d'un ensemencement artificiel. Daniel Pedretti, le garde-pêche du lac, ne fait pas mystère de ces introductions volontaires. Le silure est arrivé de façon officielle en 1991 et 1992. Il y a eu 2 déversements de 1000 petits silures qui mesuraient entre 18 et 25 cm. Alors à l'époque, c'est moi qui les ai introduits, c'est moi qui ai déversé les épuisettes de petits silures, donc je suis bien placé pour connaître leur taille. Ensuite, au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que les pêcheurs commençaient à capturer de tout petits silures qui étaient même encore plus petits que ceux que j'avais introduits. Donc on a compris que le biotope leur convenait et qu'ils se reproduisaient. Leur pêche commence à être très intéressante pour les pêcheurs sportifs. Et c'était le but recherché à l'origine quand il a été introduit.
Ces Frankenstein des eaux envahissent désormais le cœur des grandes villes, notamment le cœur de Lyon, la 3e ville de France. Jusqu'au début des années 90, il n'y avait aucun silure à Lyon. Mais aujourd'hui, les pêcheurs viennent affronter des animaux devenus plus grands et plus lourds qu'eux. Ces combats titanesques peuvent durer plusieurs heures, pendant lesquelles le pêcheur dérive au gré du courant sur plusieurs kilomètres. Regarde cette bête. Comme ce Lyonnais, tous les pêcheurs cherchent des trophées. Jadis, il fallait s'aventurer en haute mer, souvent sous le soleil des tropiques, pour pratiquer la pêche dite pêche au gros. Bon poisson. Désormais, grâce aux silures, on peut la pratiquer au cœur des villes. 2,9 m, tout juste. Donc ça, c'est un poisson qui a plus d'une vingtaine d'années. Le silure, originaire des grands fleuves continentaux, s'adapte mieux que d'autres espèces à la pollution croissante des cours d'eau. Il résiste là où d'autres meurent. Il tolère les engrais utilisés par l'agriculture qui apportent un excès de substances nutritives. Mais aussi les métaux lourds de l'industrie qui se stockent dans son organisme et toute forme de déchets humains. Le silure est une poubelle à nageoires. Comme on retrouve des traces de goudron, de PCB ou de pesticides dans sa chair, il est déclaré impropre à la consommation. Les pêcheurs le savent. Pour ne pas s'intoxiquer ou par respect pour leur trophée, ils pratiquent la pêche surnommée no-kill, autrement dit, ne pas tuer. Comme la plupart des pêcheurs de silure d'Europe de l'Ouest, ils mesurent, 173. Puis rejettent systématiquement l'animal encore vivant. Indirectement, le silure survit donc grâce à nos déchets. Étant capable de vivre plus de 50 ans, ce poisson atteint des tailles gigantesques, car sa croissance est continue. Grâce à leurs sondeurs, les pêcheurs sont capables de repérer les mouvements de silure dans les eaux troubles. Ils ont notamment alerté les scientifiques sur l'existence d'un comportement inexpliqué apparu depuis 2005 dans le Rhône, à la fin de l'hiver. Alors que leur organisme devrait être affecté par les eaux froides, ils se regroupent. Ces meetings peuvent durer plusieurs journées consécutives, de jour comme de nuit. Le déclenchement et la fin de ces congrès improvisés seraient stimulés par une communication chimique entre les silures. Plus de 200 individus, entre 50 et 110 kilos,
soit près de 2 tonnes de silure sur quelques mètres carrés. C'est la plus grande concentration de biomasse aquatique au monde. Ces réunions sont désormais étudiées par des plongeurs en apnée. Leurs observations permettent d'apprécier l'état de leur population et la taille des individus. Ces plongeurs ont remarqué que les silures se rassemblent l'hiver dans la plupart des grands fleuves européens, notamment dans le Pô, le plus long fleuve d'Italie. Dino Ferrari le sait. Depuis 20 ans, ce pêcheur amateur y traque le silure record. Dans les eaux chaudes du Pô, pas de trêve. À longueur d'année, le silure se nourrit et grandit, même en plein hiver. Il dévore les leurres et donne du fil à retordre aux pêcheurs. Après plus d'1 heure de combat, Dino amène son trophée sur la berge pour l'inévitable séquence photo et vidéo, suivie de la tout aussi inévitable session morphologique. Il peut être fier de sa prise. Avec 2,67 m pour 127 kg, ce silure d'une trentaine d'années est officiellement le plus grand jamais pêché. Avec son immense gueule, il pourrait gober un homme. Selon la tradition des pêcheurs no-kill, Dino a rendu sa liberté à ce monstre qui va engraisser longtemps encore dans le Pô. Dans toute l'Europe, la quête des silures géants obsède la plupart des pêcheurs. Pourtant, le Graal du pêcheur de silures est tout autre. La consécration pour tous ces chasseurs de trophées aquatiques, débusquer le Moby Dick des rivières, le très rare silure albinos. Le rêve de beaucoup de pêcheurs de silure, pour ne pas dire tous, c'est l'albinos, bien sûr. Il doit y en avoir environ 1 sur 5000 ou sur 10 000, puisque c'est une anomalie génétique, tout simplement. C'est quelque chose qui est très très rare. Quand on en prend un, c'est une joie extraordinaire. On a pris peut-être le poisson de sa vie. Là. Lionel Luqueta a consacré sa vie entière à cette quête folle. Des parties de pêche, on en fait beaucoup. Ça fait bientôt pour moi presque plus de 20 ans. Il n'y a pas une seule journée de pêche où on n'a pas l'espoir de voir un silure blanc. Pas un jour, hein, on n'y pense pas. On a toujours cet espoir secret de voir un blanc arriver en surface. Je suis parti en biais, je sais pas. Hop, 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 hop. C'est parti. Il est sous le bateau, soulève ta canne, soulève ta canne. Soulève. De voir ce blanc immaculé qui arrive en surface, c'est un émerveillement, c'est un cri de joie, c'est comme si c'était le premier. Quelle que soit la taille, ça vient du fond des tripes. Ce silure est l'un des plus grands albinos jamais capturés. On peut lire dans ce combat entre l'homme et le géant blanc une symbolique qui dépasse celle de Moby Dick. Wow. Ça, c'est un beau poisson. Ça, c'est un beau bébé. Beau bébé. Waouh. Allez, Jacques. Cette pêche récréative oppose le respect proclamé et l'orgueil inavoué des pêcheurs pour leur trophée. On va vite se relâcher.
Elle illustre le dilemme qui anime tous les esprits. Faut-il classer le silure comme un animal nuisible et signer par là son éradication? À l'évidence, un pêcheur de silure se doit de défendre son poisson fétiche. On n'a pas noté un impact formel sur les populations de poissons blancs, comme les carpes, les brèmes, les gardons. Pour le moment, on n'a pas noté de problème particulier. Même les scientifiques semblent rejoindre son point de vue. Nos travaux ne nous permettent pas de pouvoir classer le silure comme une espèce susceptible de provoquer des désordres biologiques. Les études menées sur l'impact éventuel sur les poissons d'eau douce ne montrent pas d'impact significatif du silure. Le silure a donc gagné l'ultime bataille, celle de l'opinion. Dans un avenir proche, il ne sera pas classé comme nuisible. Comme désormais la pêche no-kill prévaut, le silure est peut-être le seul poisson sauvage au monde susceptible de mourir de vieillesse. Le poisson ogre bénéficie à la fois de la mansuétude des hommes et d'une chance inouïe. La nature l'a doté d'un organisme à toute épreuve pour survivre à nos côtés et lui envoie parfois des cadeaux inattendus. Alors qu'il ne réussissait que peu d'attaques sur les pigeons d'Albi, un violent phénomène naturel allait leur donner un petit coup de pouce. À l'automne 2014, un orage en amont d'Albi s'est abattu au-dessus du bassin versant du Tarn. Le déluge emporta tout sur son passage. Le niveau d'eau du Tarn a subitement grimpé de 4 mètres au-dessus de sa cote normale. Réfugiés à l'abri du courant, les silures continuaient leur routine opportuniste. Pourtant, arrivé à Albi, la lame d'eau a redessiné les cartes. L'île aux pigeons s'est métamorphosée. Tous les arbres furent déracinés ou pelés. Au printemps 2015, la municipalité d'Albi décida d'arracher les derniers arbres morts. En quelques mois, la physionomie de l'île s'est retrouvée drastiquement changée. Les berges de l'île sont devenues plus pentues. Les silures n'ont pas été affectées par ces crues, bien au contraire. Ces marches de galets vont leur permettre d'approcher très près des pigeons. Désormais, leurs postes d'attente sont situés juste devant les plages. Au moindre piétinement des baigneurs, ils surgissent. Leur présence quotidienne semble tromper la vigilance des pigeons. Sous le miroir de la surface, ils sont devenus de parfaits tueurs. Silencieux et indétectables.
carnage reste sans impact sur les populations de pigeons. Une petite communauté sert toujours de réservoir, de garde-manger. Celle qui vient boire dans les fontaines de la ville. Elle remplit la niche écologique laissée vacante par les pigeons disparus. Quant aux silures, la sélection naturelle est à l'œuvre dans toute l'Europe. Le poisson étant cannibale, il régule lui-même ses populations. Seuls les plus gros, les plus voraces survivent. Restent dans nos rivières des silures entreprenants, têtus et persistants.